Bonjour. Bonjour Madame Nathalie Doiseau, comment allez-vous? Désolée pour le retard, mais j'avais un petit problème de connexion Wi-Fi. Pas de Donc, je suis problème. passée sur la tablette. J'ai préféré vous renvoyer un mail dans le doute, étant donné que j'ai vu que vous étiez sur Sud Non, Radio ce matin. je vous avais pas oublié, vous inquiétez pas. Parfait. Alors, je vous présente pour ceux qui vous connaissent pas, mais bon, la plupart vous connaissent. Vous êtes députée européenne, tête de liste en 2019, réélue en 2024. Vous avez été directrice de l'ENA pendant pendant près de 5 ans, Presque presque, 5 ans, ouais. presque 5 ans, et vous avez été ministre chargé des Affaires européennes, Ouais. ministère aujourd'hui d'ailleurs occupé par non, pas Jean-Noël Barrot, Benjamin Benjamin Haddad. Haddad. Benjamin Haddad, voilà. Et donc aujourd'hui, on vous reçoit par rapport à votre livre Aux armes européennes, qui j'ai envie de dire est en plein dans l'actualité. Ça fait Euh, un moment que l'actualité est assez internationale et assez guerrière, malheureusement. et d'ailleurs, bah, je vais rester vraiment dans l'actualité parce qu'on est en plein dedans. Est-ce que ce qui s'est passé hier en Hongrie va dans le sens de tout ce que vous évoquez dans ce livre, de la défense européenne qu'on va évoquer plus tard? Voilà, parce que je rappelle que hier, Viktor Orban, en place depuis 16 ans comme Premier ministre de la Hongrie, a été battu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? D'abord, c'est une bonne nouvelle pour les Hongrois parce qu'ils vivaient dans une démocratie qui était de moins en moins démocratique, de moins en moins protectrice des libertés. La justice était à la main du pouvoir, il n'y avait plus de pluralisme des médias, les universités n'étaient plus libres. Donc c'est d'abord une bonne nouvelle pour les Hongrois et on les a vus célébrer la victoire de Peter Magyar dans les rues de Budapest hier soir. C'est une bonne nouvelle pour tous les Européens parce que Vladimir Poutine avait décidé de se servir de la Hongrie de Viktor Orban comme d'un cheval de Troie, comme d'un maillon faible au sein de l'Union européenne, et il s'en servait en permanence. Et pas seulement Vladimir Poutine, mais on l'a vu également Donald Trump, puisque son vice-président J.D. Vance était à Budapest en pleine ingérence flagrante la semaine dernière, à quelques jours des élections. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, pas de fatalité à la victoire des démagogues, pas de fatalité à la victoire de l'extrême droite, et pas de fatalité au succès des ingérences, donc c'est trois bonnes nouvelles. Et une réflexion qu'on a pu se faire tout à l'heure quand on évoquait le sujet, c'était le fait qu'on remarquait, voilà, c'est la deuxième fois en très peu de temps maintenant qu'on a un candidat qui est soutenu à la fois par le Kremlin et les MAGA. Est-ce que c'est quelque chose qui est à craindre, qui pourrait se multiplier sur les élections dans les années à venir en Europe? Ou est-ce que, bon, là, ça a peut-être douché les espoirs et les attentes des principaux concernés? Alors, je crois qu'il faut être très lucide. Il faut regarder noir sur blanc la stratégie de sécurité nationale américaine telle qu'elle a été publiée par l'administration Trump, qui dit en gros que l'Europe serait fréquentable si tous ses dirigeants étaient d'extrême droite et que les États-Unis vont s'y employer. C'est écrit comme ça. Il faut se souvenir de ce que le vice-président Vance disait à la conférence pour la sécurité de Munich l'année dernière. J'étais dans la salle. Et c'était glaçant. D'ailleurs, l'accueil a été glacial de la part des Européens. Il nous disait on vous aimerait mieux si vous changiez de régime politique. Si vous changiez d'opinion politique, vous deviendriez nos alliés. Donc, c'est déterminé. Et vous avez raison de souligner que dans cette croisade américaine, l'administration de Donald Trump soutient les mêmes partis que le fait Vladimir Poutine. On connaît la proximité ancienne entre le Front National d'abord, aujourd'hui Rassemblement National, avec la Russie de Vladimir Poutine. On se souvient du prêt. On se souvient de Marine Le Pen en 2016 essayant de rencontrer Donald Trump lors de sa première victoire électorale. On se souvient aussi de Jordan Bardella se précipitant à une réunion MAGA et puis en partant un peu piteux parce qu'il découvrait que Steve Bannon faisait des saluts nazis, pas seulement en privé, mais aussi en public. Euh, ce sont les mêmes, c'est la même extrême droite que chérit Donald Trump et que chérit Vladimir Poutine. D'accord. Et on va un peu revenir sur le livre, qui est aussi le sujet de votre présence ce matin. Ouais. Pourquoi ce livre? Pourquoi cette volonté d'écrire sur, je lis le titre en entier, aux armes européennes, réarmer l'Europe pour éviter la guerre? Que faire? Comment et avec qui? Pourquoi avez-vous eu cette volonté d'écrire ce livre? Et pourquoi maintenant? Alors j'ai voulu faire un livre grand public
Et j'ai voulu faire un livre optimiste. Vous allez me dire, avec un sujet pareil, c'est difficile. Alors, grand public, d'abord parce que les conversations entre experts, quand les enjeux sont tels que la paix ou la guerre, on ne peut pas se limiter à parler de ce genre de sujet entre les gens qui savent, les gens qui ont vu, les gens qui ont voyagé. Il y a une inquiétude assez large dans l'opinion, à juste titre, et je pense qu'il faut y répondre. Donc, c'est pas du tout un livre destiné aux gens qui travaillent sur ces sujets toute la journée. Et c'est un livre optimiste au sens où, oui, nous sommes menacés, oui, nous sommes ciblés pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des pays démocratiques empreints de liberté, par des régimes autoritaires ou semi-autoritaires que ça dérange. Mais oui, nous sommes capables de résister et nous avons tous les atouts à condition d'être conscients des menaces et préparés à y faire face. Oui, parce que dans ce livre, vous évoquez les menaces, les risques, les enjeux auxquels sont confrontés les Européens, mais toujours sous couvert de l'illusion de la paix éternelle, mais aussi la question de la défense et pourquoi il faut se préparer, pas pour attaquer, mais pour se défendre. Et c'est pas dans une vision guerrière, mais plus dans une question de protection du modèle que l'on a, qu'on peut voir un peu un fil rouge tout au long de ce livre. Ben, nous sommes des héritiers, j'allais dire des rentiers, de la paix, de la démocratie, de la liberté. On prend ça pour acquis et on n'est pas tout à fait conscient que nous n'avons pas toujours connu la paix ou la démocratie et que ce sont des biens que l'on protège. Et on les protège d'autant plus qu'aujourd'hui on est revenu dans l'âge des empires. Nous, Européens, Français, l'impérialisme, on s'y est adonné dans l'histoire et ça nous a passé. Ça nous empêche de comprendre que pour la Russie de Vladimir Poutine, les pancartes que vous voyez en Russie partout, disent et répètent le même slogan, la Russie ne connaît pas de frontières. Ça, c'est la définition de l'impérialisme. C'est aussi ce que dit la Chine de Xi Jinping aujourd'hui. C'est malheureusement ce que pratique Donald Trump quand il réclame le Groenland, par exemple. C'est un petit peu ce que la Turquie a en tête. Alors, elle parle poliment d'ambition turcique, mais on voit bien qu'elle regarde plus loin que ses propres frontières. Donc nous avons du mal à comprendre ça, et parce que pour la plupart d'entre nous, sauf les beaucoup plus âgés, nous n'avons connu que la paix sur notre sol, nous pensons que voilà, c'est un acquis qui ne mérite pas qu'on y prête attention. Or, pourquoi je suis devenue députée européenne? Pourquoi je suis une européenne convaincue? Parce que je veux léguer à mes enfants mieux encore que ce que j'ai connu, ou au moins aussi bien. Et je constate que aujourd'hui, on doit être capable de dissuader un adversaire et se défendre, apprendre à se réarmer et à se réarmer à tous les échelons. J'allais dire au niveau du citoyen, à refaire un peu plus nation que ce qu'on a fait ces derniers temps. C'est le meilleur moyen de dissuader un adversaire. J'ai la chance dans mon mandat de députée européenne, parce que je l'ai choisi aussi, de me déplacer beaucoup. Alors, je suis beaucoup allée en Ukraine, je suis beaucoup allée dans beaucoup de zones de guerre, en Syrie, en Irak, enfin, j'en passe. Et je raconte ça dans le livre aussi pour Oui, parce que raconter le monde tel qu'il est. je rappelle que vous avez été présidente de la sous-commission sécurité et défense pendant Voilà. 5 ans au Parlement européen, voilà, Et pour aujourd'hui, préciser. je préside la commission qui lutte contre les ingérences. Donc, Oui. à ce titre-là, je me déplace beaucoup. J'étais en Finlande il y a 15 jours. Et la Finlande, c'est un pays un peu paradoxal puisque c'est depuis 9 ans d'affilée le pays le plus heureux du monde. Il y a un classement et la Finlande est en tête de ce classement depuis 9 ans. Et c'est aussi un pays qui a 1300 km de frontière avec la Russie, qui était neutre, qui a choisi de rentrer dans l'OTAN, qui fait l'objet de sabotage, de survol de drones et de tout ce qu'on peut imaginer. Alors comment est-ce que les Finlandais arrivent à réconcilier ça? Et ils sont heureux parce qu'ils sont préparés. Ils sont heureux parce qu'ils ont une conversation nationale sur les questions de défense, de responsabilité individuelle. Et on est probablement plus serein quand on sait ce qui vous menace et quand on sait ce qu'on a à faire, que quand on se contente d'être
angoissés, mais j'allais dire laissés un peu dans l'ignorance. Donc c'était aussi un peu ça l'idée du livre. D'accord. Parce que c'est vrai que vous ciblez ou du même vous mettez en exergue plusieurs types de menaces, hein, il y en a vraiment 4 grandes. Bien qu'il y en ait une qui soit pas vraiment une menace, mais plus une «perte d'alliance» entre guillemets. Vous citez la menace russe, Ouais, la menace chinoise, le Sud, qu'on oublie beaucoup, ouais, tout ce qui va relever des menaces terroristes, ouais. mais aussi la question américaine. Est-ce que les États-Unis sont-ils encore des alliés fiables? Pour vous, s'il y avait vraiment un de ces 4 blocs qui devait vraiment être à retenir, parce qu'il va redéfinir peut-être la diplomatie dans les années à venir, décennies Mmh. à venir, ou qu'il a redéfini en ce moment même, ça serait lequel? Alors, en termes d'intensité de la menace, clairement la Russie. Parce que, ce qui se passe en Ukraine, j'allais dire, c'est, l'entrée et on risque d'être le plat principal. Vladimir Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, donc depuis 2000, a fait en sorte que la Russie soit en guerre en permanence. C'est même son, moyen de rester au pouvoir. Parce que ça justifie l'état d'urgence, parce que ça justifie, croit-il, la répression contre la population. Euh, et il l'a dit, il l'a écrit, il a prononcé des discours pour expliquer que, en fait, il voulait à la fois reconstruire l'ancienne Union soviétique, donc au-delà de l'Ukraine elle-même, les États baltes n'acceptent pas ni leur indépendance et encore moins leur entrée dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et nous, nous sommes solidaires de ces pays. Nous avons, par l'OTAN, par l'Union européenne, un devoir de solidarité. Et puis au-delà de la menace militaire directe, qui existe déjà par les sabotages de câbles sous-marins, par les survols de drones, vous avez tout ce qui constitue la guerre hybride. Et ça n'est pas parce qu'il s'agit de manipulation de l'information, de cyberattaques, de financement occulte de partis politiques que ce n'est pas une guerre tout court. C'est une guerre avec des moyens non militaires et celle-là, elle nous est menée chaque jour. Il n'y a pas une élection en Europe qui ne soit pas entachée d'ingérence étrangère, en particulier russe. Et quand vous regardez le classement qui est fait par le service européen d'action extérieure, donc la diplomatie de l'Union européenne, sur les manipulations de l'information, le premier pays en Europe ciblé par la manipulation de l'information russe, c'est l'Ukraine, c'est pas une surprise. Le deuxième, c'est la France. Et là, pour le coup, c'est vrai que se pose la question de comment on fait pour lutter face notamment à toute la désinformation qu'on peut avoir. C'était une question de Tikanis. Comment on peut faire agir notamment face à des personnalités politiques, mais aussi à des procédés qui utilisent les fake news comme des outils stratégiques, comme ça a pu être documenté dans de nombreuses analyses faites depuis maintenant Ouais. plusieurs années. Comment on fait en restant nous-mêmes ce que nous avons envie d'être, c'est-à-dire des démocraties et des espaces de liberté. Moi, la dernière chose que je veux, c'est censurer. La dernière chose que je veux, c'est qu'il y ait un ministère de la vérité en France ou ailleurs en Europe. Et notre travail, en particulier au niveau européen, mais au niveau français aussi, et au niveau du citoyen, c'est d'être capable de protéger le modèle qui lui-même est attaqué. Donc de ne pas se mettre à ressembler à nos adversaires, et ça, j'y suis très, très attachée. Ça veut dire privilégier les faits, toujours, et ensuite qu'il y ait une liberté d'opinion. Mais en matière de science, par exemple, il y a les faits. Et puis il y a les mensonges. Il faut être capable de le dire. Protéger la science, ce que ne fait pas, par exemple, Donald Trump, c'est essentiel à nos sociétés. Et on voit que souvent, les complotistes, voire les pays qui ne nous veulent pas de bien, euh, mettent beaucoup d'énergie à essayer de discréditer la science. Vous vous souvenez de la pandémie de la Oui, le Covid. Covid, oui. Vous vous souvenez des aberrations qu'on a pu lire, notamment sur les réseaux sociaux, sur le Ah, fait on a que, bien eu un président des États-Unis qui disait qu'il fallait boire de la javel pour se soigner du par Covid. exemple, Voilà. on a eu aussi des anti-vax qui ont même parfois été des stars des réseaux sociaux en Et des France plateaux de télé aujourd'hui pour et des certains. plateaux de télé qui étaient contre tous les vaccins sauf le vaccin russe. Là, il y avait de quoi dresser l'oreille et de se dire c'est curieux cette affaire. Pourquoi? Euh, donc protéger les faits, protéger le journalisme.
quelle que soit la manière dont il est exercé, mais le journalisme professionnel. Ce que je veux dire, c'est protéger des gens qui recoupent leurs informations, qui multiplient leurs sources, qui ont une démarche professionnelle. Par exemple, plutôt que de censurer des contenus sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très intéressée par l'approche qui est celle de Reporters sans frontières, qui demande que on donne plus de visibilité au contenu produit par des journalistes selon des méthodes professionnelles. C'était la logique évoquée de labellisation qui avait fait un tollé un peu Alors, sous-entendu derrière. Emmanuel Macron ne pouvait pas plus mal défendre une bonne idée. Je préfère laisser Reporters sans frontières faire ce travail de plaidoyer et l'écouter et essayer d'y répondre, qu'en tant que politique, dire voilà quels sont les vrais journalistes et ceux qui ne le sont pas. C'est pas mon rôle et je ne le ferai jamais. En revanche, quand des journalistes se livrent eux-mêmes volontairement à des logiques de certification, euh, je pense que les réseaux sociaux devraient être obligés de donner aux médias certifiés une plus grande visibilité. Ensuite, si vous voulez regarder n'importe quoi, c'est votre droit, mais vous savez que ça n'a pas été produit de manière professionnelle. En réalité, en Europe, l'information est le bien le moins régulé, alors que c'est un des plus précieux. C'est ce que j'allais vous demander, oui. Parce Quand que vous achetez une pizza, vous savez si elle est sucrée, salée ou grasse, et vous avez le droit de l'acheter quand même. Mais vous savez que pour votre santé, c'est pas formidable. Parce que le producteur est obligé de mettre les ingrédients sur la boîte de la pizza. Je pense que pour l'information, ce serait pas plus mal de savoir comment elle est fabriquée. Quand vous avez un invité sur un plateau de télévision et qu'on va vous le présenter comme ancien ministre, ancien général, ancien plein de choses, moi je dispute pas le fait qu'il soit invité. Mais si aujourd'hui il est conseil d'un gouvernement étranger, vous ne croyez pas que c'est plus important pour le téléspectateur à connaître comme information que de savoir qu'il est ancien ministre? oui. Au nom de qui parle-t-il? J'ai même envie de dire plus globalement au nom de quelle position parlent les individus sur les plateaux télé. C'est une des questions qui est Exactement. soulevée par l'ARCOM. Quand on avait Philippe de Villiers qui était considéré comme d'hiver droite, ou Cécile Duflot ou d'autres, ou même Monsieur Dupond-Moretti qui sont pas considérés ou rattachés avec une couleur politique quand ils ont une intervention, ça rentre aussi dans ce cadre de savoir d'où parlent, où ont été les individus Moi, s'ils j'ai ont été à aucun des problème postes. à ce que Philippe de Villiers dise n'importe quoi sur CNews si ça lui fait plaisir. Ça fait plaisir à CNews. Je pense utile qu'on sache que il est non seulement le patron du Puy du Fou, mais qu'il avait essayé de vendre son concept à Vladimir Poutine pour installer un Puy du Fou en Crimée. Ça me paraît une information intéressante pour les téléspectateurs. Oui. Et là, la question que je me pose, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux, le DSA, donc il a été mis en, donc c'est le Digital Service Act qui a Ouais. été mis en place en 2022. Est-ce que selon vous, ça va assez loin? Alors d'abord, il a été voté en 2022, mais on a laissé du temps Mhm. aux plateformes pour s'adapter. Et je voudrais qu'on se souvienne que les plateformes, les mêmes qui disent aujourd'hui ah c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est la censure, c'est un scandale, on a conçu le Digital Services Act avec elles. Et au moment où on le concevait, nous disaient ah bon oui écoutez si vous mettez le curseur à ce niveau, c'est jouable pour nous. Elle le disait parce que c'était Joe Biden, le président des États-Unis, et que lui-même était conscient de la responsabilité civique qu'avaient les plateformes en s'appropriant en quelque sorte une partie de l'espace public de discussion. Et puis Donald Trump est revenu au pouvoir et là les plateformes se sont dit c'est la fête. On fait sauter toutes les contraintes et on va dire aux Européens qu'on ne veut pas de leur DSA. Le tout avec un écho de Donald Trump et de son administration qui nous le répète matin, midi et soir. Le DSA, c'est pas la censure, c'est pas un marteau-piqueur, c'est une manière, je crois, équilibrée de s'assurer que ce qui est illégal dans la vraie vie est illégal en ligne. Le racisme, l'antisémitisme, ce ne sont pas des opinions,
Ce sont Comme des des délits. délits en Europe. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. Chacun a son choix de société, mais à partir du moment où les plateformes veulent faire des bénéfices, et elles en font de colossaux en Europe, elles doivent respecter nos choix à nous et ne pas propager. Alors on a commencé par les contenus terroristes qu'on a réussi à interdire sur les plateformes. Aujourd'hui, on a échoué, et c'est lamentable, à maintenir une régulation qui était temporaire, qui lutte contre la présence de pédopornographie en ligne. C'est lamentable parce qu'un certain nombre de partis politiques très inspirés par le libertarisme technologique de Trump ont dit qu'il fallait avant tout protéger la vie privée. Alors vous me permettrez de penser que la vie privée des pédocriminels, je ne suis pas là pour la protéger, je suis là pour la combattre. Euh, donc le DSA va assez loin à condition que la Commission européenne, qui est garante de son application pour les très grandes plateformes, le fasse vraiment. Elle a commencé à le faire timidement. Vous vous souvenez qu'elle avait infligé une amende de 120 millions de dollars X. à X. Vous vous souvenez qu'Elon Musk avait hurlé comme un cochon qu'on égorge. Il m'avait même insulté sur son réseau social. Alors, c'est pas lui qui l'a fait, je pense que c'est un de ses trolls. Et puis après avoir hurlé pour essayer de nous dissuader de continuer à regarder ce que fait ou ce que fait pas X par rapport au respect du DSA, bah finalement, il a payé l'amende et il s'est Conformé. conformé aux demandes. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est 450 millions de citoyens qui sont aussi des consommateurs riches. Riches par rapport au reste du monde. C'est évidemment un marché dont les grandes plateformes ne veulent pas se passer et elles peuvent essayer de nous intimider, mais à la fin des fins, elles ont intérêt à se conformer à nos idées. Moi, je me suis rendue aux États-Unis pour discuter de ça, notamment discuter de ça avec les républicains du Congrès qui nous avaient accusés de tous les maux à cause de la Bon, régulation vous avez européenne. encore la chance de ne pas être banni du territoire américain. Et bien, je me suis demandé, je vais vous dire, avant d'avoir mon visage, je me demandais, puis je l'ai eu. Et donc, j'ai conduit une délégation à Washington. Et les arguments de mes interlocuteurs, quand on leur expliquait très clairement ce qu'était le DSA et qui, par exemple, vous protège, vous ou moi, si demain X ou Meta retire un de vos contenus de sa plateforme, parce que vous êtes européen, parce qu'il y a le DSA, ce contenu, vous pouvez exiger qu'il soit remis en ligne. Vous avez un recours. Et depuis que le DSA est en œuvre, il y a 50 millions de contenus qui avaient été supprimés par les plateformes et qui ont été remis en ligne parce que la suppression avait été jugée abusive. Si vous étiez aux États-Unis, vous n'auriez aucun recours face à une entreprise privée qui jugerait par elle-même de la pertinence ou pas de votre présence en ligne. Et est-ce que le sujet de X, bon, vous évoquez la guerre hybride, c'est un moyen. Au final, je parle de X, mais les réseaux sociaux sont un moyen dans le cadre de cette guerre hybride par rapport à l'information, parce que l'information est vitale dans une guerre, par la manière dont on informe les citoyens ou dont on influence ceux d'autres pays. Comment Alors, on peut lutter face à ça? Parce que si on lit les bons auteurs russes, notamment Gerasimov, l'ancien chef d'état-major qui avait mis en place ce qu'on appelle la doctrine Gerasimov, il le disait lui-même, l'information est une arme. Donc, vu du Kremlin, l'information, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est fait pour gagner les cœurs à la place d'un conflit armé. Donc, si on le comprend comme ça, vu de certains, on doit avoir les yeux parfaitement ouverts. Et moi, je suis pour la défense de la liberté des individus sur les réseaux sociaux, mais pas la défense de la liberté des robots, des bots. Or, aujourd'hui, l'amplification que l'IA permet, elle se passe largement sur les réseaux sociaux par des robots, par des posts qui sont envoyés de manière automatique, massive et éventuellement malveillante pour donner l'impression d'un mouvement d'opinion de manière artificielle. Ça s'est passé, par exemple, dans l'élection, hélas, annulée en Roumanie. Vous vous souvenez qu'il y avait une élection oui, présidentielle où un candidat avait au été travers de TikTok notamment. poussé via TikTok
sur les réseaux sociaux de manière artificielle. Ce qui faisait que, à la dernière minute, les indécis disaient: «Je ne sais pas, mais on parle beaucoup de lui, donc je vais peut-être voter pour lui». C'était tellement artificiel, TikTok l'a reconnu d'ailleurs, que la Roumanie, qui s'y est pris très tard, et avec sans doute des moyens publics et transparents moins développés que dans des pays comme la France avec Viginum, à la dernière minute, la Roumanie a déclassifié des informations qu'elle avait grâce à service de renseignement, et la Cour suprême roumaine a annulé l'élection, ce qui est en quelque sorte une catastrophe industrielle. Personne n'a envie d'en arriver là. Personne. Mais faire en sorte que l'on sache qu'une opération existe, c'est déjà la rendre moins efficace. C'est ce que fait Viginum en France, c'est ce que fait l'Agence de défense psychologique en Suède. C'est ce qu'on devrait faire en aidant les pays européens qui n'ont pas encore cette expérience à mettre en place des agences indépendantes, non partisanes, qui permettent simplement de savoir que quelque chose qui envahit votre fil n'est pas authentique, que ça a été gonflé artificiellement. Après, si vous avez envie de le regarder quand même, il n'y a aucun problème. Mais au moins, vous savez que c'est factice. De la même manière, nous avons mis en place une, une réglementation qui demande que ce qui est produit avec de l'intelligence artificielle soit étiqueté. Alors, à ce sujet, je fais des montages Canva. Il m'en est arrivé à plusieurs d'entre eux qui soient notés comme IA alors que pas du tout. Donc c'est pas très c'est très perfectionnable encore. Mais bon. Alors, je ne sais pas qui les a notés comme fait X. avec l'IA. En fait, sur X, maintenant, il y a marqué fait par IA juste en dessous des Oui, images. mais ça, c'est X qui le Oui, fait. oui. Parce que la réglementation européenne, et d'ailleurs je le regrette, est repoussée à la demande des plateformes qui disent: oh là là, mais c'est très compliqué votre truc. Donc est-ce qu'on pourrait gagner un petit peu de temps, monsieur le bourreau? Je conçois que X tout seul ait mal fixé son curseur, de la même manière, vous vous en souvenez, que Grok, Oui. le robot conversationnel de X, à chaque fois qu'il bouge le curseur, ça donne des résultats où vous avez des contenus néo-nazis ou Grox qui depuis a suprémacistes été blancs. rendu payant pour pouvoir lui parler. Maintenant, il faut Ah, je un ne sais pas, abonnement j'ai jamais premium pour lui utilisé, demander donc son avis. je peux pas vous en parler, mais on se souvient d'expériences terribles. Vous demandiez à Grok si je voulais faire un dîner avec des personnalités intéressantes, qui me conseillerais-tu? Et il conseillait Himmler, Goebbels, Oui. pour parler du Troisième Reich en écoutant du Wagner. Donc, ça dit beaucoup, parce que de quoi Grok se nourrissait-il? Des contenus sur X. Bien sûr. Ça dit beaucoup ce qu'X est devenu depuis que Elon Musk l'a racheté. Et à ce sujet, au sujet de X, je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être, depuis quelques jours, et du coup je voulais vous poser la question si c'était dû peut-être à des initiatives européennes, des millions de comptes de bots sont en train d'être supprimés et ça continue d'être supprimé là. Oui, moi j'ai perdu des abonnés, mais je pense que Voilà, c'est des abonnés auxquels j'étais probablement pas très attaché. voilà, des millions de comptes ont été Ouais. supprimés. Est-ce que vous pensez que ça a un impact vis-à-vis, enfin, que c'est dû à l'impact de l'Europe, du DSA et de la volonté de faire mieux, ou est-ce que ça... Ah bah, c'est-à-dire la volonté de faire mieux. Je suis pas sûr qu'on ait touché le cœur d'Elon Musk, mais je suis sûr qu'il a peur qu'on touche à son portefeuille. Et après tout, le résultat est le même. Quand la Commission européenne enquête sur un non-respect du DSA, elle est amenée, si elle le constate, à prononcer des sanctions qui vont jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial d'une plateforme. Autant dire que ça pique, et autant dire que la plateforme a intérêt à faire son ménage avant de se faire prendre. Et faire son ménage, ça veut dire là aussi ne pas amplifier ou ne pas laisser des campagnes d'amplification artificielle de contenu qui déforment l'impression que l'on peut avoir sur l'opinion publique, parce qu'il suffit de payer. Vous avez vu ces fermes à téléphone qui existent dans un certain nombre de pays, qui déclenchent des faux mouvements d'opinion. Et ça, les plateformes ont parfaitement la possibilité de voir venir
ces manœuvres massives, inauthentiques et coordonnées, et elles ont le devoir de les empêcher. Et d'ailleurs, on me faisait rappeler dans le chat, Grok qui habillait, déshabillait, et qui déshabille toujours d'ailleurs, en fonction des photos des individus, il y avait eu des Alors signalements ça, d'ailleurs. c'est d'ailleurs le Parlement européen, dans les efforts de simplification sur le numérique européen, a voté sa propre position. Donc maintenant, c'est en train d'être négocié avec les États membres. Et l'un des premiers sujets sur lequel on s'est mis d'accord, c'est pour lutter contre ces applications de nudification qui se font sans le consentement et qui sont un scandale absolu et qui sont une manière de plus de porter atteinte à la dignité des femmes, parce que vous conviendrez comme moi Bien sûr. que ce genre de choses arrive plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Oui, même si Monsieur Musk a essayé de se tourner en dérision en utilisant des images que certains avaient fait de lui, bon, ça prend pas forcément, hein. Ouais, c'est pas ce qu'on constate le plus, malgré Bien tout, hein. sûr, bien sûr. Et du coup, bon là, je vais revenir sur la question de la défense européenne. Il y a quelques jours, vous avez sûrement vu passer les déclarations de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui a dit qu'il était prêt, pas dans 10 ans, pas dans 2 ans, mais dès les jours à venir, à travailler sur le sujet de la défense européenne. Vous, c'est un sujet que vous abordez beaucoup dans le livre. Ouais. Comment vous réagissez à ce genre d'annonce? Et on va dire en termes de planification, est-ce qu'il y a un réalisme de pouvoir aller très vite sur ce genre de sujet? Alors, de la part de Pedro Sanchez, j'ai envie de lui dire, bah, il était temps. Il était temps parce que c'est un gouvernement qui a, avec les questions de défense, une relation d'évitement et de déni depuis très longtemps. Alors, je suis allée plusieurs fois en Espagne pour essayer de comprendre. Pendant longtemps, et le même Pedro Sanchez, hein, se reposait uniquement sur l'OTAN et notamment sur les bases américaines qui se situent en Espagne. Bon, depuis qu'il s'est aperçu que ces bases américaines risquaient de servir de piste de décollage pour des opérations contre l'Iran, il a compris que c'était pas idéal. Il aurait pu songer à l'hypothèse plus tôt, mais pendant des années, c'était la défense, finalement, c'est les Américains qui s'en occupent pour nous. C'est un pays qui est très loin des fameux 2% du PNB consacré à la défense, qui était une demande de l'OTAN, qui maintenant a rehaussé sa demande à 3,5%. 2%, il faut voir que pendant la guerre froide, un pays comme la France était entre 4 et 5% de son PNB. Hein. C'était possible. Donc c'était un peu un passager clandestin des questions de défense, l'Espagne. L'argument qui m'était donné par les membres du gouvernement de Pedro Sanchez, c'était que l'armée espagnole avait été très largement franquiste. Et parler de défense, c'était réveiller des vieux démons. C'est un argument un peu étonnant parce que précisément, laisser la défense à d'anciens franquistes, c'est dangereux. La défense, c'est l'affaire de toute une nation. Qu'ils soient aujourd'hui plus désireux de s'impliquer dans la défense européenne est une bonne nouvelle. Et la défense, quand je dis défense européenne, c'est pas par fédéralisme fou ou par idéologie. La défense, ça commence par chaque pays qui doit faire ce qu'il a à faire. Et la France avait pris du retard. On nous avait vendu qu'on était sorti de l'histoire avec la chute de l'Union soviétique, qu'on pouvait toucher les dividendes de la paix, ça voulait dire moins investir dans notre défense. Maintenant, on a du retard à rattraper. Donc, chaque pays doit faire son ménage chez lui, mais aucun pays européen seul ne peut être suffisamment dissuasif par rapport à la montée des empires. Quand vous voyez la Chine, quand vous voyez la Russie, quand vous voyez les États-Unis qui veulent s'emparer du Groenland, c'est pas le petit Danemark tout seul qui va pouvoir dissuader les États-Unis de s'emparer du Groenland. Le Danemark ne voulait pas de défense européenne lui non plus. Il avait mis tous ses œufs dans le panier de l'OTAN pendant longtemps. Et il y a quelques années, parce que la Russie agressait l'Ukraine, le Danemark nous a dit finalement on reviendrait bien dans la défense européenne. Et on Et rappelle le Danemark qui était la base avancée des États-Unis en Europe, à tous les points de vue. à tous les points de vue. On a appris qu'ils avaient permis aux Américains d'espionner les membres de l'Union européenne, hein. Exactement. Donc Non, mais c'est très important de le rappeler, c'est pour ça. plus atlantiste, tu meurs, Oui, en quelque sorte. Donc eux s'étaient dit on a l'OTAN, qu'est-ce qu'on va faire à la défense européenne? En 2022, face à l'agression russe,
se sont dit, bon, ceinture plus bretelles, on va peut-être revenir dans la défense européenne, voir à quoi ça ressemble. Autant vous dire que quand Donald Trump a commencé à parler de s'emparer du Groenland, ils n'étaient pas mécontents d'avoir fait ce mouvement-là et bien leur on a pris. Je pense qu'il faut forcer personne, mais qu'aujourd'hui, un pays comme le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne au pire moment, a signé un partenariat de défense avec l'Union européenne et demande à nourrir ce partenariat de défense parce qu'ils se sont très isolés, très seuls, alors que les États-Unis, dont il était l'allié le plus proche, risquent de leur tourner le dos. On rappelle le désastre économique de AUKUS, hein. Cette alliance Ouais, britannique, Australie, États-Unis, on a vu ce que ça a donné. Bref, l'Australie espérait avoir des sous-marins grâce aux États-Unis et avait mis fin à un programme qu'elle développait avec la France. La France en était beaucoup émue, avait considéré que les États-Unis de Joe Biden, hein, rappelons-le, s'étaient très mal comportés. Aujourd'hui, il n'y a pas de sous-marin fabriqué par les États-Unis à destination de l'Australie, qui elle aussi se retrouve seule, qui elle aussi frappe à la porte en disant à l'Union européenne, on pourrait peut-être passer un accord de partenariat de défense avec vous. C'est le cas du Canada, qui a signé un partenariat de défense avec nous. C'est le cas de l'Inde. Et ça dit quelque chose sur l'attractivité européenne. On n'a pas besoin de se comporter comme un voyou pour être attractif. L'Union européenne, dont on moque la passion pour le droit international, pour l'état de droit, finalement apparaît comme un îlot de stabilité, de prévisibilité. Ce qu'on dit, on le fait. et j'ai une question de me fait par dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez du paradoxe que ce soit Trump, les Américains, hein, qui ait poussé non seulement l'Allemagne, mais aussi les autres pays européens à augmenter les investissements au sein de l'UE pour la défense? Alors qu'on aurait Alors, pu imaginer qu'à la base, ça aurait pu être face à une menace russe, face à une on menace aurait dû le iranienne, faire chinoise, nous-mêmes. mais alors que ce soit les Américains. On aurait dû le faire nous-mêmes. Et celui qui a mis ça dans le chat a parfaitement raison. Alors, c'est quand même à partir de 2022 et de l'invasion russe de l'Ukraine que les dépenses ont commencé à augmenter, d'elles-mêmes, si j'ose dire. Mais pour autant que certains le fassent parce qu'ils avaient peur de se faire gronder par Donald Trump, ça c'est affligeant. Et surtout, il faut avoir à l'esprit que Trump, ce qu'il nous demande, c'est moins d'augmenter nos dépenses de défense, que d'augmenter nos achats d'armes américaines. Ce qu'il veut, c'est faire des affaires, c'est faire du commerce. Et quand, dans le même temps, des gens comme moi mettent en place la préférence européenne dans les achats d'armement, en tout cas, quand on utilise de l'argent du budget européen, on dit, écoutez, si c'est le budget du contribuable européen, on fait de la préférence européenne. Lui-même, Trump vient nous dire, ah non, non, mais attendez, c'était pas l'idée, ça. Pas du tout. De quoi, de quoi alors qu'il y a un Buy American Act que je comprends. Je comprends que de l'argent du contribuable américain aille d'abord à des armes américaines, ça ne me choque pas. Ben, nous mettons en place l'équivalent européen, mais il faut voir le lobbying acharné qu'a pu faire la diplomatie américaine pour essayer de nous en dissuader. C'est ce que j'allais vous poser aussi comme question, vous, au vu de vos positions. Est-ce qu'il y a des lobbies américains qui ont ou même des politiques américains qui, sur ce genre de sujet, ont essayé de faire pression sur vous et sur vos positions? Au vu Ah, de bien sûr, justement oui, votre oui, rôle au sein de l'Union européenne, hein. bien sûr. L'ambassadeur américain n'hésite pas à me dire que je n'ai rien compris. Alors c'est très difficile vis-à-vis d'une Française parce que les mesures de rétorsion ne peuvent pas être le départ de troupes américaines de bases militaires, puisqu'il n'y en a plus en France depuis De Gaulle. Ça ne peut pas être la fermeture du parapluie américain de la dissuasion nucléaire, puisque nous avons une dissuasion nucléaire autonome. Merci De Gaulle. Merci l'autonomie stratégique. C'est quelque chose en faveur de quoi plaide Emmanuel Macron depuis 2017. C'est quelque chose, c'est une croisade que je porte depuis à la fois mon poste de ministre et mon mandat de députée européenne. Au début, très seul.
parce que ce que disent les Français, c'est toujours soupçonné, soit d'arrogance, soit de particularisme français, et de plus en plus écouté par des Européens qui s'aperçoivent que il n'y a pas de fiabilité à l'alliance avec les États-Unis, en tout cas quand c'est un Donald Trump au pouvoir, et qu'un Donald Trump, il peut quitter le pouvoir et y revenir ensuite. Donc l'autonomie stratégique, la préférence européenne ne sont pas juste des concepts français assez particuliers, mais sont des nécessités vitales. Et j'ai Chloé dans le chat qui me demande quels ont été par exemple les outils déployés pour faire pression et jusqu'où elles ont pu aller ces pressions à votre rencontre. Bon, à mon encontre, vous savez, vous avez quelqu'un qui vient dans votre bureau et qui vous dit c'est pas bien ce que vous faites, vous l'écoutez, vous lui répondez et vous le raccompagnez poliment jusqu'à la porte. C'est pas très grave. Si après, j'ai noté avec intérêt plus sur le sujet dont on parlait précédemment, c'est-à-dire la X. régulation des réseaux sociaux, que parce que je m'en prenais en quelque sorte à ce qui était arrivé à X depuis qu'Elon Musk l'avait racheté, je faisais l'objet d'accusations virulentes et quotidiennes d'être acheté par George Soros. Et Soros, c'est une obsession de Oui. Musk. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, la De victoire l'extrême droite de manière générale, même. et de l'extrême droite de manière générale. Alors, j'ai bien regardé mes comptes en banque dans tous les sens. Je suis au regret de vous dire que j'ai pas trouvé de chèque de George Soros. Et j'ai trouvé d'où ça venait, entre guillemets. Ça vient du fait que je participe, je donne des conseils à un think tank européen qui s'appelle le European Council on Foreign Relations, qui est le meilleur think tank européen et qui est financé par le ministère des Armées français, par les services de Matignon, par les fondations allemandes, par tout un tas de gens extraordinairement sérieux. Et l'Open Society de Soros y apporte un financement, et il se trouve qu'on le sait parce que c'est un think tank qui publie tous ses financeurs tout le temps, qui joue un jeu de la transparence que beaucoup ne jouent pas. Et c'est là où certains sont allés dire « Ah, elle est financée par Soros ». Alors les conseils que je donne à l'ICFA, je les donne gratuitement, et je m'en sers plutôt pour pousser mes idées que pour prendre celles des autres. Et dans le même conseil, vous avez le principal conseiller de Viktor Orban, qui ne pense pas exactement la même chose que moi, donc c'est pas du prêt-à-penser. Mais c'est venu de là, et cette attaque, vous pouvez la lire tous les jours dans les commentaires, tout ce que je poste sur X, vous avez toujours des petits malins qui disent « Ah, est-ce que c'est Soros qui t'a dit de l'écrire ?» Bon, oui, c'est des pressions, oui, ça vise à essayer de discréditer ma parole, ça me laisse d'une indifférence totale. D'accord. Moi, une question qui est posée par quelqu'un dans le chat, enfin, qui relaie que j'essaie d'être un souverainiste, parce qu'il y a de tout hein, dans ce Mais c'est chat. très bien, Et il y a des c'est la insoumis comme des démocratie. souverainistes, voilà. Et qui fait que rabâcher, on n'a pas besoin de la défense européenne, la défense, l'armée, c'est quelque chose de souverain. Qu'est-ce que vous répondez à cette position qui est de dire l'armée, ça doit être national, ça doit pas être délégué à l'Europe, Eh ben, je l'armée suis européenne, d'accord. ça n'a pas de sens. Voilà. Eh ben, ça tombe bien, je suis d'accord. Il n'y a pas d'armée de l'OTAN, il n'y a pas d'armée de l'ONU. Et pourtant, on participe à des opérations de l'OTAN, à des opérations de l'ONU et à des opérations de l'Union européenne. Il y en a peu, il devrait y en avoir davantage. L'armée, c'est un exemple de souveraineté nationale. Et ceux qui sont pour une armée européenne, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que envoyer des hommes et des femmes, euh, donner la mort et risquer leur vie, il faut la légitimité d'un chef d'État, chef des armées, pour le faire. Et l'Union européenne n'est pas un État, n'est même pas une fédération, et je ne suis pas fédéraliste. Donc je ne souhaite pas une armée européenne. Je souhaite que les Européens soient capables d'agir beaucoup plus et beaucoup mieux ensemble qu'ils ne le font aujourd'hui. Et c'est ce à quoi je travaille, à faire qu'ils fassent des exercices et des manœuvres en commun. Quand j'ai commencé à m'occuper de ces sujets-là, il n'y avait pas de fréquence radio commune. Vous imaginez, ne serait-ce que faire des exercices quand vous n'avez pas les mêmes fréquences radio, c'est compliqué. Oui. Il n'y a pas encore tout à fait de libre circulation des troupes et des armes en Europe. Tout circule librement, les hommes, En fait, les capitaux, les marchandises, et pas les armées en Europe. C'est une aberration. c'est davantage une idée de coopération, de terrain, d'expérience, etc. Exactement, et d'avoir des matériels
harmonisée, pour être capable, le cas échéant, de se défendre ensemble. Et est-ce que c'est pas aussi dans cette logique qu'on a le nouveau grand plan qui a été annoncé il y a quelques semaines, quelques mois de coopération, de dissuasion avancée qui a été évoqué Ouais. notamment par Emmanuel Macron avec les alliés européens pour certains, hein, parce que tout le monde n'est pas volontaire, c'est vraiment sur du volontariat. Est-ce que ça s'inscrit dans cette logique aussi? Est-ce que par exemple, en contrepartie, il y a de l'achat d'armements français et européens plutôt qu'américains? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Alors, genre de la procédé? dissuasion avancée, c'est un concept qui est vraiment intéressant et qui intéresse vraiment les autres Européens. D'abord, il faut commencer par tordre le cou à un canard que l'extrême droite et l'extrême gauche ont manié avec beaucoup de mauvaise foi. Non, on ne partage pas ni la décision, ni la conception, ni l'emploi de l'arme nucléaire avec les autres Européens. Ça reste un outil de souveraineté nationale française. Mais on ne me fera pas croire que si l'Allemagne était attaquée, si l'Italie était attaquée, ça n'aurait pas de conséquences sur nos intérêts vitaux, à nous, Français. On doit donc être capable de dissuader un adversaire éventuel d'attaquer nos voisins et partenaires européens. Et la dissuasion avancée, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que des têtes nucléaires françaises se trouvent quelque part en Europe, sans qu'on dise exactement où, ce qui rend le calcul d'un adversaire potentiel plus difficile. Et là, je vais poser la question, avec les sous-marins nucléaires français qu'on a, C'est qui déjà le laissent cas. voilà, qui laissent sous-entendre qu'on peut frapper le monde entier avec des armes nucléaires, est-ce que c'est pas déjà le cas? Voilà, C'est déjà le cas avec les sous-marins nucléaires. Et pourquoi ne pas poursuivre dans cette logique qui existe avec la composante terrestre, plutôt aérienne, puisque c'est destiné ce sont des têtes nucléaires qui sont destinées à être placées sur des avions de combat de notre force de frappe. C'est ce que font les États-Unis dans l'OTAN, et vous avez des têtes nucléaires américaines dans un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. C'est quelque chose qui mérite qu'on en discute avec d'autres Européens, et c'est nécessaire qu'on le fasse pour créer cette incertitude stratégique du côté de nos adversaires, qu'ils ne soient pas en mesure de se dire, ce pays-là, il n'y a aucun risque. Je peux y aller, je ne suis confronté à rien. Mais que précisément, ils n'en sachent rien. Ça défendra mieux l'Europe en général, mais notre sécurité en particulier. C'est ça la dissuasion nucléaire avancée. Et c'est aussi un concept, et je pense qu'il était temps que la France franchisse ce pas-là, de se dire que en matière de dissuasion, c'est pas blanc ou noir. C'est pas rien et l'arme nucléaire à la fin. Pour être dissuasif, il faut être dissuasif sur le plan conventionnel aussi. Et pour ça, il faut que les autres Européens fassent un effort, en particulier ceux qui sont en première ligne face à une menace russe, par exemple. Donc il faut que le conventionnel prenne un peu plus d'épaisseur pendant que nous portons le poids financier d'une dissuasion nucléaire autonome. Parce que quand nous disons que nous sommes à 2%, ce qui est bien, et que nous allons bientôt vers 2,5%, ce qui est nécessaire, il faut avoir conscience que ça inclut la dissuasion nucléaire. Ça veut dire que pendant ce temps-là, on ne fait pas beaucoup sur le conventionnel. Et j'ai envie de dire, à cette logique de la dissuasion avancée, il y a une autre logique d'alliance aussi, c'est l'OTAN. L'OTAN. On voit en ce moment Donald Trump menacer de quitter l'OTAN, menacer de mettre des sanctions sur des pays de l'OTAN parce qu'ils s'impliquent pas assez en Iran. On voit certains Européens se poser la question de savoir si, bon, est-ce qu'on a vraiment que des alliés dans l'OTAN? Comment on fait? Est-ce que l'OTAN, elle a encore un avenir tel qu'elle est conçue aujourd'hui? Alors, d'abord, on va regarder son passé et son présent. Mhm. C'est l'alliance militaire la plus aboutie de l'histoire et la plus aboutie du monde actuel. Donc, ce que est en train de faire Donald Trump est tragique.
on ne peut pas être indifférent au fait que, par sa parole seule, il fragilise l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire la notion en vertu de laquelle, quand un pays de l'Alliance est attaqué, et je dis bien attaqué, les autres sont solidaires pour lui répondre. Donald Trump aurait voulu que les autres pays de l'OTAN, les Européens en particulier, viennent avec lui attaquer l'Iran. Ce n'est pas la logique de l'article 5. L'article 5, il a été déclenché quand le 11 septembre, c'est passé aux États-Unis, et qu'on a considéré que l'opération américaine en Afghanistan était une légitime défense. Oui, l'article 5 aurait, dans un cas exceptionnel, pu être déclenché dans le cadre des missiles ou des drones sur Chypre, mais qui ne fait pas partie de l'OTAN. mais les bases américaines britanniques. Les bases britanniques. Et ou aussi les missiles qui ont survolé la Turquie. Alors, et quand il y a eu des missiles et des drones au-dessus de la Pologne, au-dessus de la Lituanie, ils ont demandé l'article 4, c'est-à-dire des consultations au sein de l'OTAN pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été même rendues publiques avec un peu de retard, qui ont consisté à dire, et c'est intéressant qu'elles aient été rendues publiques, que la posture de défense de l'OTAN avait changé et qu'un pays survolé par des drones ou des missiles pouvait prendre la décision de les abattre. Ce qui était un signal envoyé à la Russie sur le mode « ne crois pas qu'on laissera ça dans l'indifférence ». Et au final, la pratique s'est faite sur l'Iran. Donc, l'Iran, c'est une autre affaire. D'abord, c'est pas notre guerre. C'est oui. pas dans le périmètre de l'OTAN. Là aussi, il faut regarder quand même les traités internationaux. Ça a une valeur. Le traité de l'Atlantique Nord considère pas que ce qui se passe en Iran concerne l'OTAN. Donc Donald Trump nous en veut pour quelque chose qui n'a rien à voir avec l'OTAN, mais sa parole fragilise l'article 5, ce qui est grave, et ce qui justifie que on construise d'abord un pilier européen de l'OTAN qui permette, le cas échéant, d'agir en autonomie si on en a besoin. L'autonomie stratégique européenne, elle se définit comme ça depuis 2016 en fait. Agir avec nos alliés à chaque fois qu'on le peut et en autonomie à chaque fois qu'on le doit. On ne va pas réinventer le commandement de l'OTAN, il n'y a rien de plus abouti. Si on voulait faire la même chose au niveau européen, il nous faudrait 15 ans. D'ailleurs, on peut voir que cette stratégie européenne, c'est quelque chose qui marche, parce qu'aujourd'hui, en Ukraine, les Américains se sont totalement retirés des aides financières et de matériel. Les Européens ont remplacé quasiment à niveau égal. Oui, et à un niveau insuffisant. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui porte, avec quelques autres pays, le Canada et quelques autres. Hein. Et quand on dit l'Europe, c'est l'Europe au sens géographique, puisqu'il y a le Royaume-Uni, il y a la Norvège, etc., qui porte l'aide militaire à l'Ukraine. On doit en être fier, mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers, parce que ce que nous faisons pour aider l'Ukraine, c'est juste assez pour lui maintenir la tête hors de l'eau, mais ce n'est pas suffisant pour renverser la vapeur. Or, notre intérêt, je ne parle pas de morale, je ne parle pas d'aider un agressé contre un agresseur, je parle de notre intérêt de sécurité, notre garantie de sécurité à nous, Européens, c'est que la Russie soit durablement dissuadée de son aventurisme militaire. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui quand l'Ukraine résiste à la Russie, c'est qu'elle nous protège, elle est notre garantie de sécurité. On aurait intérêt à faire davantage, en particulier nous, Français, qui en pourcentage de notre PNB faisons beaucoup moins que les Danois, les Estoniens, les Polonais, les Allemands. Et franchement, c'est pas brillant. Je suis obligée de le dire comme je le pense, parce que ça, en quelque sorte, c'est moins coûteux que les autres efforts que nous devons faire de renforcement de notre propre défense, puisque la menace principale, la plus proche et la plus systémique, c'est la menace russe. Ceux qui s'y opposent le mieux aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Les armes les mieux conçues pour se battre contre les Russes, ce sont des armes conçues et fabriquées en Ukraine, plus vite et moins chères, et mieux adaptées au champ de bataille que ce que nous faisons en Europe. Donc on a intérêt à avoir des joint ventures. On a intérêt à aider les Ukrainiens. On a vu la demande d'aide aux Ukrainiens sur les sujets des drones Shahed dans le cadre du conflit en Iran d'ailleurs récemment. Exactement. La démonstration est faite. Ce qu'on savait, c'est-à-dire que personne
ne sait mieux contrer des drones Shahed que les Ukrainiens. C'est ce que disent les pays du Golfe aujourd'hui. On arrive déjà presque à 1 heure d'échange. Je vais poser encore une dernière question sur un axe qu'on n'avait pas du tout encore évoqué, c'est l'acte du droit, comment dire, l'angle du droit international. Ouais. On vous a vu récemment un peu en conflictualité avec certains membres du bloc central, pour ne citer par exemple que Gabriel Attal, qui appelle un peu à passer outre, comme quoi le droit international, bon, c'est passé. Il faut passer à autre chose. Et quelle est votre position, vous, sur ce droit international, quand on voit l'état de l'ONU aujourd'hui, quand on voit l'état des forces qui étaient censées garantir ce droit, et surtout comment fonctionne aujourd'hui le Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité, et notamment avec les vétos, a un véritable rôle là-dedans. Alors, je ne sais pas quelle mouche a piqué Gabriel Attal ou qui le conseille. Il me fait penser à Tony Blair au moment de la guerre d'Irak de 2003. C'est-à-dire, après tout, puisque certains se comportent mal, soyons du côté des bad boys. Moi, j'ai pas du tout envie de devenir un État voyou. Le droit international, c'est pas l'arme des faibles. En 1945, le droit international, il a été conçu, et j'allais même dire imposé, par les vainqueurs, donc par des grandes puissances qui avaient vaincu l'Allemagne nazie, pour éviter, j'allais dire, de se marcher dessus, pour éviter de déclencher l'une contre l'autre des guerres qu'elles ne souhaitaient plus voir revenir. C'est une règle du jeu entre mastodontes, le droit international. C'est en particulier quelque chose dont nous, Européens, avons un besoin vital. On voit aujourd'hui avec le blocage du détroit d'Ormuz et le contre-blocage dont rêve Donald Trump. Il commence à 16 heures d'ailleurs. Ou pas, parce Ou que pas, vous oui. Qui est connaissez annoncé la en tout cas. formule Taco, Trump, always chicken out, Trump se dégonfle toujours. À 15 heures, il peut annoncer qu'il a trouvé quelque chose d'encore plus génial Oui. et d'encore plus merveilleux. On se rappelle qu'il avait menacé d'anéantir toute une civilisation Toute une avant d'annoncer un civilisation, ce qui était cessez-le-feu. par exemple contraire au droit international Oui. et susceptible d'être qualifié de crime de guerre, de crime contre l'humanité. Mais on voit que la libre circulation sur les mers, c'est un des fondements de la vie internationale. Et si l'Iran ou les États-Unis se mettent à bloquer un détroit, qu'est-ce qui empêchera la Chine de bloquer soit le détroit de Taïwan, soit le détroit de Malacca, et faire écrouler l'économie mondiale? Ou Très simplement. ou les Houthis, le détroit de Bab el-Mandeb également, Ou les Houthis, le ou détroit de même Bab el-Mandeb, etc. l'Espagne ou le Royaume-Uni avec Gibraltar. Donc, j'ai envie de dire Imaginons. à Gabriel Attal, tout le monde n'est pas censé avoir fait du droit international tout petit ou avoir été diplomate 27 ans, comme c'est mon cas. Et je ne défends pas le droit international par conservatisme. Je pense véritablement que c'est ce dont on a besoin dans l'espace, sur mer, sur terre, dans les airs. Comment est-ce que demain on lutte contre les drones si on considère que le droit international n'existe pas? C'est une pente extrêmement dangereuse. Et ça n'est pas parce que Donald Trump n'a aucune culture internationale, ne lit pas un livre, ne lit pas même une note de ses conseillers, qu'il faut se mettre à limiter. Je crois que ce serait vraiment au détriment de nos intérêts de sécurité les plus clairs. Et sur le blocage du Conseil de sécurité, là encore, malheureusement, je suis plus âgée que Gabriel Attal et j'ai été diplomate et spécialiste de l'ONU. J'ai connu pendant la guerre froide un Conseil de sécurité qui pouvait être bloqué par un veto soviétique ou un veto américain. C'est vrai. J'ai aussi connu les moments où on arrivait à faire des opérations de maintien de la paix avec des casques bleus. Il y a encore des sujets qui rassemblent la communauté internationale. C'est le cas, par exemple, de la non-prolifération. Et je peux vous assurer que même un pays comme la Chine ne verrait pas d'un bon œil que la Corée du Nord se mette à vendre sa technologie de prolifération à d'autres pays. Donc ne jetons pas le droit international avec l'eau du bain, juste parce que Vladimir Poutine et Donald Trump ont un peu trop tendance à être d'accord pour s'asseoir dessus. Eh ben, merci beaucoup. Ça fait une petite note d'espoir sur le sujet du droit international au vu de tous les sujets évoqués. Je pense que c'était nécessaire. Je rappelle votre livre Aux armes européennes, donc, qui est paru aux auditions de l'Observatoire, qui est sorti vendredi 10, Ouais. c'est ça?
Merci beaucoup de votre présence, madame la Merci à députée vous. européenne. Au plaisir de vous recevoir une prochaine fois pour traiter d'actualité internationale. C'était un plaisir. Au Bonne revoir. journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir.